Monsieur le Président, Véronique Goulon, merci de prendre pour le CGAD un peu de temps avec nous pour cette audition qui, je suis sûr, va être très intéressante et avoir l'avis de la proximité, des commerces de bouche nous intéresse beaucoup. Donc, est-ce que en quelques mots, vous pouvez représenter le CGAD? Oui, bonjour, rebonjour Monsieur Creuset. Oui, bien entendu. Écoutez, déjà, nous vous remercions encore cette année de nous interpeller sur ce point de temps numérique en centre-ville. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je serai accompagné de Véronique. Véronique, qui est la présidente de l'UMI du Berry, mais aussi qui est partie intégrante de la CGAD. La CGAD, vous le savez, représente aujourd'hui, oui, aujourd'hui, parce que nous avons incorporé des nouveaux, tels que les brasseurs, 18 confédérations, bouchers, boulangers, pâtissiers, charcutiers, cavistes, chocolatiers, fromagers, glaciers, etc., etc., et bien entendu la restauration. 415 000 entreprises, 115 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est aussi important, c'est le 1,2 million d'actifs. Et encore plus important, bien entendu, pour nous, ça fait partie de la proximité, c'est-à-dire la reprise de nos affaires. Donc, c'est 72 000 apprentis que nous formons tous les ans. Donc ça, c'est quand même primordial, l'apprentissage dans nos secteurs. Vous dire aussi que l'enquête qui a été faite à la demande de la CGAD par le CSA prouve aujourd'hui que nos commerces en général, bien entendu, y compris la restauration, au cas où, Véronique, j'oublierai de temps en temps de citer la restauration, mais tu sais très bien que ça fait partie de mon cœur, que le dynamisme des centres-villes, ça représente 89% pour les consommateurs, les Français, le lien social 88%, et que là aussi, quand on parle de proximité, nous travaillons avec des produits locaux, des acteurs locaux, avec 85%, et nous participons aussi à l'aménagement du territoire sur 82%. Donc voilà, rapidement, la présentation de la CGAD, qui est au centre de toutes les villes et les villages de l'Hexagone. Voilà la présentation, mais vous la connaissez, mais je vous faisais un petit rappel. Mais c'est très bien. On entend beaucoup parler de vous, surtout ces temps-ci. Donc, merci encore de votre présence. Peut-être Constant, je vous laisse poser la première question. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps de numérisation de notre société, notamment au niveau du commerce. On dit que cette crise sanitaire a accéléré le développement du numérique. Vous qui fédérez des entreprises alimentaires de proximité, quel est un peu votre avis vis-à-vis de cette accélération? Oui, le numérique, oui, on entend beaucoup parler, oui, c'est vrai, mais chez nous, on va y revenir, c'est quand même un cas qu'il faut étudier et d'y aller certainement progressivement. Pendant la pandémie, de nombreux Français se sont convertis à la livraison de repas à domicile et aux achats sur Internet. Mais je peux vous le dire, il ne faut pas généraliser cette affaire-là. Le numérique est un incontournable, bien entendu, mais avec des formes complètement variées. Alors, il y a eu la présence sur les réseaux sociaux, mais ça existait un petit peu avant l'arrivée, malheureusement, de la Covid.
avec sur les réseaux sociaux la présentation d'événements, de l'entreprise, des recettes, des plats du jour, de manière à ce que le consommateur puisse voir un petit peu ce que les entreprises proposent. Il y a aussi la confection de beaucoup de nos entreprises, et quelle que soit, de la vitrine qui peut être mise aussi sur le site internet de l'entreprise. Et puis, il y a aussi, avec ce fléau qui nous est arrivé, la vente en ligne. La vente en ligne, il y a eu aussi des plateformes pour présenter des produits, mais bon, ça n'a pas été la panacée à ce niveau-là. Mais la vente en ligne, c'est vrai que sur Internet, ça s'est fait. Alors, avec cette crise sanitaire, le numérique s'est développé, oui. Et ce que je peux dire, c'est que nos entreprises qui ont été éligibles à l'ouverture, hormis bien entendu nos amis restaurateurs, dans un premier temps, après on leur a permis de rouvrir, après on leur a dit de refermer. C'est problématique. Là, la réouverture, si je peux me permettre, pour le 19, avec des terrasses, ça va être très compliqué sur la rentabilité de l'entreprise. Hein. Enfin bon, c'est quand même problématique. On n'ouvre pas, on n'est pas des magasins, excusez-moi de faire un aparté comme ça, on n'est pas des magasins de chaussures ou de vêtements, où vous levez le rideau le matin et vous le fermez le soir. Nous, ça demande des préparations. Donc, pour revenir sur votre question, il y a eu aussi, dans le premier confinement, malgré notre ouverture où on était éligible, c'était la fermeture des marchés. Donc, face à ces demandes-là, les consommateurs qui craignaient de sortir, de faire des kilomètres, qui n'étaient pas autorisés, ont bien entendu redécouvert ou découvert nos petites entreprises. Et ça fait que il y a eu aussi des demandes de commandes en ligne, de livraison à domicile, et ça, nous l'avons fait. On s'est réinventé complètement. Et puis, après, quand on fait le bilan après un an, puisque ça fait 12 ou 13 mois maintenant, certains professionnels ont continué à développer cette vente en ligne avec des livraisons à domicile, etc., etc. Mais il faut dire que ça demande deux éléments. Le premier, c'est la logistique. On est des petites entreprises, vous le savez, et on ne peut pas être en permanence, on ne peut pas dédier une personne derrière son ordinateur. Parce que vous savez comment est le consommateur. Il nous prend pour Amazon. Il va nous commander, et puis c'est des denrées alimentaires. Il va nous commander à 10 heures des plats pour midi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Donc ça, c'est problématique. Les livraisons aussi. On s'est réinventé, comme je vous l'ai dit, mais ça coûte cher. Parce que est-ce qu'on peut dédier une personne sur des livraisons qu'on enlèverait de la structure, y compris les restaurateurs qui ont fait du click and collect, et certains ont même livré, etc. Comment enlever une personne à l'entreprise? Ça coûte cher. Elle ne peut pas être en production et en livraison. Et on n'a pas les moyens, bien entendu, d'embaucher quelqu'un en supplément. Donc, les liens avec si vous voulez, les clients sont complètement prépondérants dans l'utilisation de l'utilisation numérique. Et puis, bon, comme je vous le disais, les entreprises du secteur de la restauration qui ont été fermées, cessé leur activité, ont développé des plats importés. Mais bon, là-dessus, je ne vais pas m'interférer à Véronique sur sa partie, bien entendu, qui est analysée, travaillée avec la CGAD, mais je vais le laisser débattre à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce numérique qui prend la tête, oui, à tout le monde, parce que quand on discute avec les pouvoirs publics, avec Bercy et tout, qui a dégagé des millions d'euros pour le numérique, après, comment nous, on peut l'utiliser aussi dans nos petites entreprises, vous le savez, ça va être la problématique, parce qu'on n'est pas des grands groupes où ils ont des gens spécialisés qui vont pouvoir se servir des finances
Nous, là-dessus, c'est là qu'on va, on a beau faire passer des messages et tout, et vous l'avez vu, pendant la Covid, etc., il y a eu des fonds dédiés, et particulièrement le fonds de solidarité, qui a été utilisé une partie au niveau national, mais en région, les fonds qui étaient dédiés à la région, mais il fallait monter des dossiers, ont été juste utilisés à 30%. À 30%. Donc, c'est la problématique, encore une fois, je le dis, c'est nous, la petite entreprise. On est multifonction. Le chef d'entreprise est multifonction et il ne peut pas tout faire. Donc, voilà un petit peu le schéma que je voulais vous dresser à ce niveau-là. Puis je passe la parole à Véronique au niveau de la restauration. Oui, alors bonjour à tous. Je tiens donc, comme l'a précisé le président Mauvignier, donc je suis avant tout restauratrice, comme il l'a dit, dans le Berry, donc vous voyez la France profonde. Mais donc je suis aussi présidente de l'organisation professionnelle de l'UMI-Berry, qui regroupe l'Indre et le Cher. Je suis présidente régionale et je suis vice-présidente nationale de la branche restauration de l'UMI. Parce que vous savez, l'UMI, c'est le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration et qu'il est divisé en plusieurs branches, la branche restauration, l'hôtellerie, cafetier et saisonnier. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose de plus spécifique par rapport à la restauration, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et je tiens à rappeler quand même que sur un tout petit peu plus d'1 an, les restaurants et les cafés en sont à presque 10 mois de fermeture. Nous avons eu 3 mois au printemps dernier et là, nous sommes tous fermés depuis le mois d'octobre, avec une possibilité de réouverture le 19 mai uniquement en terrasse, donc complètement dépendant de la météo. Et quand on voit la météo actuelle, on a de quoi se faire du souci. Et en plus, depuis hier soir, nous avons appris, et ça nous ne comprenons pas vraiment, avec une jauge de 50% sur nos terrasses. Donc vous pouvez imaginer vos petits cafés, vos petits restos qui ont maximum 8 tables devant leur établissement, ils n'en auront plus que 4. Donc tout ça pose de gros problèmes de rentabilité et en plus l'ouverture à l'intérieur se fera donc à partir du 9 juin, mais aussi avec une jauge de 50%, donc imaginez les tout petits restaurants. Et en plus, à tout cela se rajoute un couvre-feu à 21h. Ce qui fait qu'en plus, limite, on ne va travailler. Alors, je pense surtout à la restauration, les cafés peut-être un peu moins, mais que 50% aussi de la journée, puisqu'il est très difficile d'ouvrir un restaurant pour qu'il soit fermé à 21h. Souvent, avec les temps de trajet, les clients vont vouloir partir à 20h30, donc ils ne vont pas aller au restaurant. Par rapport au numérique, bon, il y avait une étude qui avait été faite par la CGAD en avril dernier, qui prouvait que les commerces alimentaires de proximité avaient mis en place un site de vente en ligne, mais seulement 20% de ces commerces et 25% pour les restaurateurs. Ça a peut-être augmenté un tout petit peu, mais il faut bien penser que ces ventes représentent moins de 10% du chiffre d'affaires, même pendant la fermeture. D'ailleurs, en ce qui concerne la restauration, pas trop au premier confinement parce que ça a été tellement stupéfiant et inédit que le temps de réaction a été plus long, mais à partir d'octobre, en ce qui concerne la restauration, beaucoup de restaurateurs ont voulu se mettre avec de la vente à emporter, de la vente en ligne et de la vente à emporter, mais beaucoup aussi ont fermé, ont arrêté ce service au bout de 15 jours, 1 mois, parce que ça n'était pas rentable. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, parce que en plus, c'est simple, hein, les cafés et les restaurants, généralement, on n'y va pas pour acheter quelque chose. On y va aussi pour le lieu, pour sortir de chez soi. C'est un lieu de convivialité. Donc là, avec la pandémie, forcément, on avait envie de se faire plaisir en commandant des plats. Mais est-ce que sur le long terme, ça ne sera pas optionnel? C'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger.
Beaucoup de restaurants ont aussi fait des opérations spéciales, ceux qui, selon leur localisation en campagne, etc., n'avaient pas la possibilité de faire du plat emporté tous les jours. Donc, ils ont fait des opérations spéciales pour les fêtes de fin d'année, pour la Saint-Valentin, pour Pâques. Et ça n'a pas trop mal marché, mais c'est vraiment anecdotique sur les 6 derniers mois de fermeture. Et enfin, les réseaux sociaux ont quand même permis de tisser des liens ou de se rappeler aux bons souvenirs de nos clients. Et donc là, c'était au niveau du numérique, c'était quand même une part importante. Et surtout, vous savez qu'on a un métier très, très, très prenant. Cela a permis, malgré tout, on va trouver un petit effet positif à cette fermeture. Ça a permis à mes collègues de se poser, de voir ce qui manquait dans leur entreprise et justement de s'engager dans cette démarche, voire même de se former. Il y a eu des formations au numérique pendant cette période parce que jusqu'à maintenant, ils étaient, comme on dit, la tête dans le guidon, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de cela. Donc au moins, cela leur a permis ça. Voilà donc pour cette première question. Alors, un très grand merci, Véronique Gollon, parce que c'est vrai que le monde de la restauration, on en entend énormément parler dans les médias, les terrasses, etc. Et on voit que la restauration et les terrasses, nous aussi, nous organisons chaque année le baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville, avec également le CSA, l'Institut CSA, et on s'aperçoit que 91% des Français considèrent que les terrasses font partie entière de l'animation du centre-ville et qu'elle leur manque. Donc 90% manquent de l'État. Donc on voit vraiment que nos Français aussi, parce que vous parliez des restaurateurs, se sont rendus compte de l'importance d'abord des centres-villes, du commerce de proximité et encore plus des terrasses, des restaurants qui sont essentiels pour la vie de nos cœurs de ville. Alors, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au click and collect. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les gens commandent sur Internet ou ils vont sur Internet pour voir le menu, et ils prennent après leur téléphone pour commander. Alors, il y a certains restaurateurs qui ont pas mal tourné dans la vente à emporter, d'autres moins. C'est dur, du moins. C'est presque un autre métier, la vente à emporter. Je voyais, c'était à Concarneau, à Taille, etc., un restaurant qui a dit on a acheté une vitrine réfrigérée et tout, tandis qu'on n'avait pas ça du tout. Donc, il y a de l'investissement à faire également pour la vente emportée. Voilà, plein de petites questions. Oui, la vente à emporter au niveau de la restauration, bien sûr, s'est développée pendant cette pandémie et ça a été aussi un moyen donc pour des restaurateurs déjà de continuer. Il y en a un qui avait besoin de continuer à être actif. Et il y avait aussi ça, il y avait une demande. De toute façon, tout simplement, et je ne sais pas vous, sur vos réseaux sociaux, si vous l'avez constaté, moi j'ai souri parce que lors du premier confinement, on a vu, et quand les restaurants étaient fermés, tous les Français se mettent à cuisiner, voire même à faire du pain. Deuxième confinement, on n'a plus vu personne le faire. Et là, tout le monde avait envie de, malgré tout, continuer à se faire plaisir et donc de commander des plats emportés. Mais comme je dis toujours, Paris n'est pas la France, les villes touristiques ne sont pas la France. Il faut bien penser qu'on a un territoire très développé et que selon la localisation des restaurants, voire même d'autres commerces, cette possibilité de vente à emporter était
pour certains très difficile à mettre en place. Donc, je pense qu'il y a eu bien sûr l'effet pandémie. Il faut quand même penser qu'il y a eu un sondage de fait au niveau des restaurants. Pour ceux qui ont mis en place de la vente à emporter pendant cette crise, seulement 1 sur 2, 50%, vont continuer à en faire après. Parce que, comme l'a dit le président Mauvigné, c'est un autre métier. C'est un autre métier et c'est déjà en termes d'horaire, parce que on peut le constater dans nos restaurants, la vente à emporter pour le déjeuner, tout doit être prêt et disponible limite avant midi. Et si vous le faites en même temps que votre service de restauration, ça devient très compliqué, ou alors il faut doubler les équipes. Donc, je pense que ce sera vraiment les plus gros qui ont des grosses équipes qui peuvent éventuellement continuer à faire cela. Mais vous savez, la restauration, c'est 90% d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. Ce ne sont que des TPE. Pour 90%. Donc, il sera très difficile de s'organiser pour faire en même temps de la vente à emporter et son service à table, etc., et la cuisine minute. Donc, on va voir ce que cela nous réserve, mais je pense que ce n'est pas une option définitive. Et on voit bien que certains s'y sont engagés, ont arrêté, voilà. Et je le répète, le grand public, les clients, pourquoi ils se sont tournés vers la vente à emporter? C'est parce que les restaurants étaient fermés, mais pourquoi ils aiment les restaurants et les terrasses? C'est parce qu'ils aiment sortir de chez eux, aller dans un endroit de convivialité qui n'est pas chez eux. Donc, je ne suis pas persuadée qu'il y aura autant de demandes de plats emportés. Alors, il faut juste un petit peu voir la nouvelle génération, qui vraiment est accro, est toujours sur le portable, on le sait bien, et qui a le soir, oh, bah, j'ai rien à manger, hop, je commande. Là, il y aura toujours, mais ça concerne plus, je pense, la restauration rapide. Ce n'est pas la restauration à table comme on la connaît. Donc, il y aura toujours ça. Là, ça s'est développé et ça va encore se développer, c'est certain. Mais ce sera occasionnel, plus dans ce secteur de la restauration rapide. Mais voilà, je pense que cette situation est tellement inédite qu'on ne peut pas avancer de certitude. Par contre, que ce soit pour les restaurants, les terrasses ou les autres commerces de proximité, moi je pense que les Français les ont redécouverts et se sont aperçus de l'importance du lien, du contact avec le commerçant, du conseil. Et je pense que quand tout sera réouvert normalement, je pense qu'il y aura un renouveau du commerce de proximité. Merci beaucoup. Peut-être qu'on cette question aussi qui est un peu similaire. Je vous laisse la parole. Oui. Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Oui. C'est haché, là, c'est haché. Oui. Vous voulez passer à la question 2 ? Non, je vais vous poser la question. Je pense que ce que vous nous avez dit était pertinent, très intéressant. Et c'est vrai que on voit bien que les choses sont en train de bouger et le commerce et l'artisanat est en train de vivre un virage énorme par rapport au consommateur et même lui. Ce qui fait pour le consommateur. Alors, il y a d'autres choses toujours dans le numérique, pas mal de data, pour savoir d'où viennent les gens, comment ils viennent au niveau des data. La fidélisation, avoir un fichier client. Voilà. Est-ce que la gestion des stocks, Véronique, c'est vous qui répondez au président? Alors, déjà, par rapport à ce que je viens de dire, avant tout ça, il faut penser que
cette crise donc a fait apparaître la nécessité de mettre en place des sites internet, des plateformes de réservation, des plateformes de livraison. Mais le problème, c'est comme pour tout, comme on dit, trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire qu'il y a une telle multitude de plateformes, de sites, que le client peut avoir du mal quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, à savoir ce qu'il peut, où il peut aller, ce qu'il peut acheter et comment. Et moi, je pense c'est là où les villes ont toute leur importance. Moi, j'estime qu'il faudrait qu'il y ait plus d'uniformité, de lisibilité et que, alors, selon la taille du département, de la ville, etc., qu'il soit mis en place comme une centralisation indépendante des informations pour que le consommateur puisse se retrouver. C'est-à-dire que, c'est déjà un petit peu fait avec les chambres de commerce, mais vous savez qu'en France, on a les chambres de commerce et les chambres de métier. Donc, si on doit aller sur un site ou sur l'autre, c'est un peu compliqué. Et je pense que là, les villes ont toute leur importance, c'est-à-dire qu'elles devraient centraliser les informations en donnant des liens, soit sur des plateformes de réservation, soit vers des sites internet de ces commerçants pour dire voilà, vous cherchez une boulangerie, vous cherchez des plats à emporter, vous pouvez, voici la liste des boulangers, voici la liste des restaurants, et c'est cette centralisation qui permettra vraiment d'aider les commerçants parce que surtout pour la restauration, les plateformes de réservation, il y en a une multitude et quelquefois le client, quand il arrive dans une ville, s'il ne connaît pas l'endroit où il peut aller, où il peut commander, où il peut aller se restaurer, c'est vraiment un gros problème. Il faut vraiment plus d'uniformité et de lisibilité. Alors après, selon la taille, ça peut être au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes, voire au niveau du département. Mais là, toutes ces créations ont créé un petit peu un certain désordre et il ne faut pas oublier que toutes les plateformes de réservation de plats emportés pour la restauration comme pour l'hôtellerie demandent des commissions exorbitantes. Alors, c'est aussi cela, ça serait un service en ajoutant cela, en donnant ce service à ces commerces, que ce soit des restaurants ou des métiers de bouche. Comme le disait le président Mauvigné, nos petits artisans n'ont pas les moyens de dédier une personne de leur entreprise à gérer ces commandes, voire même à les livrer. C'est un service qu'il faudrait vraiment apporter à ces commerces dans ces villes, c'est-à-dire d'uniformiser donc la réservation, la connaissance des possibilités et aussi, voire même, d'organiser les livraisons. Alors, pour information, la branche restauration de l'UMI participe actuellement à un travail avec la DGE pour une plateforme coopérative de restauration pour la vente à emporter et la livraison. Alors, ce travail a très bien avancé côté technique avec la DGE, mais il manque l'impulsion des politiques de Bercy pour la mettre en place. Et on imagine pourtant qu'elle trouverait toute sa place dans le plan de relance, par exemple. Ça serait aussi une aide, et c'est là où vous pouvez aussi peut-être appuyer pour qu'il y ait vraiment vous voyez, c'est dans l'esprit de coopération, une plateforme coopérative, que ce ne soit pas livré qu'à des sociétés qui profitent des opportunités commerciales. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est la piste du livreur salarié, partagé entre plusieurs restaurants ou partagé entre plusieurs commerces, qui pourrait se développer et qui serait un grand service à rendre à tous les petits commerçants et restaurateurs. Très bien. Juste aujourd'hui, alors vraiment sur la partie restauration, c'est vrai que la numérisation entre l'ubérisation, alors la livraison, entre
les plateformes, comme vous disiez, La Fourchette, Trailvader et tout. C'est vrai que même parfois, il y a de la concurrence. Il y a des mauvaises notes qui sont données à l'un parce que c'est le voisin d'en face qui donne une mauvaise note parce qu'il veut plus de monde que lui, entre guillemets. Mais ça paraît très compliqué. Du moins, il y a un affrontement sur Internet un peu compliqué. Oui, ça, nous, on le vit depuis très longtemps maintenant, parce que les sites d'avis en ligne, c'est un vrai fléau, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a même des entreprises qui ont été créées pour, moyennant finance, pour mettre en place des avis positifs, c'est-à-dire qu'un restaurateur peut acheter des avis, voilà, c'est complètement, oui, c'est complètement ahurissant. Et je pense que le summum de l'incroyable vis-à-vis de ça, c'est le récent mariage l'année dernière, 2020, entre le guide Michelin et TripAdvisor. Le guide Michelin, l'essence même du guide Michelin, c'est d'avoir, on le sait tous, des personnes indépendantes qui vont juger les restaurateurs, qui va donner des notes, des étoiles, etc. Et c'était cette indépendance qui faisait la renommée du guide Michelin. Or, ils se sont associés avec Airbnb, soi-disant juste pour profiter du système de réservation en ligne, mais forcément, comme Airbnb, c'est avant tout, pas Airbnb, excusez-moi, TripAdvisor, comme TripAdvisor, c'est avant tout un site d'avis en ligne, il est certain que Michelin va aller regarder les avis sur TripAdvisor pour référencer, voire noter les restaurants. Je veux dire, ce mariage-là, il est complètement ahurissant. Et ça révèle qu'on est entré dans un nouveau système. Bon, je pense que le guide Michelin a tout à y perdre, mais bon, ce qui faisait sa caractéristique d'indépendance, elle n'existe plus. Mais ça révèle vraiment le chemin parcouru par rapport au numérique. Alors, nous qui connaissons dans la restauration le problème des avis en ligne depuis de nombreuses années, on voit quand même maintenant, en discutant avec nos clients, et il y a eu beaucoup de reportages à la télé ou même dans les journaux là-dessus, que nos clients vont les regarder, mais ils ont quand même parfaitement conscience qu'il faut aussi qu'ils fassent leur propre avis. Ils n'y vont pas quand même les yeux fermés comme au tout début. Maintenant, il y a quand même un côté critique vis-à-vis de cela, et il y a quand même une certaine réserve. Ils vont voir, mais il y a une certaine réserve. Donc, on a un petit peu avancé là-dedans. Mais de toute façon, on a eu beau vouloir demander des normes à l'État, etc. En plus, ces plateformes étant souvent basées à l'étranger, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour réguler tout cela. Le consommateur n'est pas dupe à un moment donné. Voilà. Parce que justement, ces avis-là, n'importe qui peut acheter aussi ou faire marcher des connaissances pour donner des avis quand il y a quelqu'un qui a un avis négatif, etc. Derrière, on appelle nos connaissances pour mettre des avis positifs. Donc la crédibilité, Véronique, je vous rejoins, la crédibilité est en train de se perdre à ce niveau-là. Alors elle existe encore, bien sûr, les gens mettent des avis, mais parce que ça fait partie des moments de ce monde actuel. Bon, après, moi, je vais revenir rapidement sur ce que vous dites. Les chambres consulaires aujourd'hui ne se sont pas mis, alors là, par contre, ne se sont pas mis en adéquation avec les besoins de nos petites entreprises. Elles n'ont pas créé la réalité parce que est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que nos TPE répondent aussi? Bon, voilà. Alors, par contre, il y a des phénomènes, et je pense que vous devez le savoir, M. Creuset, il y a quand même des maires qui ont mis en avant
dans leur commune, quelle que soit la grandeur de la commune, les petits commerçants, les petits artisans, les restaurateurs, etc., qui est ouvert, qui est fermé, comment ils ont mis même eux-mêmes, certaines mairies, des livraisons, ils se sont bien impliqués là-dessus. Et puis je rejoins Véronique, c'est qu'à un moment donné, les commissions dans les plateformes, c'est du n'importe quoi, c'est encore de la finance, quoi. Quand je regardais un reportage où je vois des restaurateurs qui paient aujourd'hui des livraisons et on leur impacte 30 à 35% du prix du repas. Mais à combien on va vendre le repas, quoi? Donc, c'est aberrant. Et M. Creuset, si je peux me permettre encore juste un point, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit au départ, c'est que quand on rencontre Bercy, ils nous disent, ben, là, nous avions dégagé, et je parle des années antérieures, tant de millions d'euros pour ceci, pour cela, vous n'avez utilisé très peu. Et là, pour le numérique, ça va être la même chose. Ils ont dégagé des millions d'euros, mais ça ne sera pas utilisé. Et on va le prendre dans la tête. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement spécifique pour nous, les petits. Hein, pour nous, les petits. Donc, c'est bien beau, c'est des effets d'annonce, là aussi, c'est comme des plateformes, quoi. C'est des effets d'annonce, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Nous n'avons pas, vous savez, tous les petits, nous n'avons pas de responsable numérique ou de chargé de communication dans nos entreprises. Dans nos entreprises, le boulanger, le boucher, le restaurateur, il fait avant tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du pain, de la viande et des repas. Et ça, c'est le reste. Et donc, on peut avoir, ce n'est pas tout nous donner justement l'accès à certaines finances, mais si on n'est pas accompagné là-dessus, on ne pourra pas. C'est très intéressant ce que vous dites, ça rejoint énormément de dialogue sur les petits je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du gouvernement et ça fera partie de nos préconisations que nous vous enverrons évidemment. Juste dernière question, on se donne 1 minute pour répondre parce que à 10 heures, on passe à une autre audition. Je voulais voir avec vous en 1 minute comment vous voyez le centre-ville de demain et le commerce de demain, allez, en 2030, donc c'est demain, après-demain. Écoutez, moi je pense que 2030, on l'a déjà envisagé. Il va y avoir de cette crise du négatif, il restera du positif quand même. Hein. Le tout numérique n'existera pas entièrement dans notre secteur. Ça sera un élément supplémentaire. Aujourd'hui, les Français ont pris conscience que, quel que soit le domaine de nos petites entreprises, ils ont besoin de l'accueil. Ils ont aussi besoin de la convivialité, d'une relation humaine. Hein, je dis bien, quel que soit notre métier. Ils viennent aussi chercher de la traçabilité, y compris, ils veulent savoir ce qu'ils vont manger, comment c'est fabriqué, d'où ça vient. La proximité. Ils ont besoin aussi du conseil que ce soit chez le charcutier, le boulanger et chez le restaurateur. Et puis après, le dernier critère, le prix passe après. Tout simplement parce que quand ils font le rapport entre la malbouffe et la bonne bouffe, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce qu'on peut donner dans nos assiettes, voilà, c'est ça la différence. Donc pour moi, il restera que du positif. Voilà, enfin, que du positif. Oui, il restera du positif et je pense que, quels que soient nos métiers, nos centres-villes, continueront à être animés, nous, les petites entreprises, quel que soit le commerce, nous continuerons à animer, bien entendu, les centres-villes. Véronique, merci, Monsieur le Président. Oui, eh bien, écoutez, je rejoins complètement. En fait, cette crise, ce côté positif, c'est vraiment ça. C'est que ça a permis au grand public de redécouvrir ces petits commerces, de les apprécier, de redécouvrir l'importance du restaurant et du café. Et je pense vraiment qu'il y a un retour, nous on le sentait déjà au niveau de la restauration, vers la qualité. Maintenant, la consommation à outrance, même dans la restauration rapide ou quoi, il y a vraiment un retour vers la qualité du produit, vers la qualité de l'accueil, vers le lien social.
et je pense qu'on peut espérer que ce retour va nous permettre de rebondir. On n'a plus que ça à espérer maintenant, mais au moins cela aura servi à ça. Merci beaucoup. Juste un chiffre toujours sur le baromètre. 9 Français sur 10 nous disent que faire des achats en centre-ville ou aller au restaurant et tout est un acte citoyen. Donc ça, je pense qu'il faut bien y réfléchir, il faut se le garder dans la tête dans les années qui viennent et garder cette vision de nos consommateurs. Je tiens à remercier également Isabelle Fillot, votre déléguée générale, parce qu'on a fait un travail énorme avec elle pour préparer cette audition. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.